Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Let's Talk About SEO. J'espère que vous allez bien parce qu'on va peut-être donner quelques cheveux blancs aux amoureux du beau SEO, hein. Aujourd'hui, on va se pencher un peu vers le côté obscur de la force, comme on dit, et explorer les confins du Black Hat SEO. Et finalement, si on veut vraiment comprendre et maîtriser le SEO et surtout le White Hat, est-ce qu'il ne faut pas en connaître un peu les plus sombres recoins? Du coup, on va faire les choses simplement en essayant de voir à quoi peut ressembler une roadmap SEO Black Hat. On va en tout cas essayer d'en définir des contours, même si c'est un peu compliqué, en compagnie de notre expert, Frédéric Zibet, qui est fondateur de l'agence SEO Ecomlix, formateur en SEO, développeur web et chef de projet SEO. Voilà, c'est très complet tout ça. Ça va, Frédéric? Impeccable, merci. Salut à tous. Je crois que le Black Hat SEO, ça te parle un petit peu quand même. Tu as exploré un peu ces choses-là. Je vais te commencer par une première question. Dans quel cadre, dans quelle situation tu as dû faire appel à ce type de pratique et à quel moment tu décides de recourir au Black Hat éventuellement? Hmm. Alors, en fait, on peut attaquer le Black Hat dans différents cas de figure. En gros, si on devait schématiser le truc, on peut faire du Black Hat dès que Google a une petite faiblesse algorithmique. Donc, ça peut être vrai sur du Google Images. Il y a une nouvelle tendance, même si je ne peux pas en dire trop, sur Discover aussi, où il y a énormément de Black Hat en ce moment. Je veux dire, c'est assez incroyable. Et puis, de manière un petit peu plus traditionnelle, on peut faire du Black Hat sur des sites un peu plus classiques, où on va faire du Black Hat de type on-site ou sur de l'off-site. On peut faire du Black Hat en fait sur ces deux pendants-là du SEO. Ça fonctionne encore très bien, y compris en 2022, avec des ajustements. Google est de plus en plus performant, mais à la fois, il y a des outils qui permettent d'être aussi beaucoup plus performants en tant que SEO, notamment, je pense à l'intelligence artificielle qui offre une nouvelle voie à tout ce qui est automatisation. Parce que quand on parle de Black Hat, c'est vraiment important de garder en tête que, en fait, un Black Hat qui veut faire du sale, il n'y en a pas. Un Black Hat essaye toujours de faire du propre avec ses moyens pour essayer de passer sous les radars. Ça n'a pas de, et les outils aujourd'hui nous permettent de faire du sale enfin, de faire du propre avec des méthodes sales. Voilà, c'est un petit peu la grande tendance de cette année 2022, je pense. C'est que finalement, le Black Hat ne ressemblera plus vraiment à du Black Hat, même si il y a une grosse part d'automatisation. Tu essaies de te Voilà. donner bonne conscience là. Bah, en fait, la vérité, c'est que l'intelligence artificielle, je pense, commence à donner de vrais bons résultats, alors qu'ils ne sont jamais idéaux pour les internautes, mais qui malgré tout passent la lecture humaine, pas la lecture experte, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire, on ne pourra jamais équivaloir à quelqu'un qui est expert dans son domaine avec de l'intelligence artificielle. Un exemple qui est assez emblématique pour tout ce qui est Black Hat et qui peut être sur un cas concret, c'est par exemple sur tout ce qui va avoir ce qui va être assujetti, on va dire, à la géolocalisation. Alors pour ça, les devis de travaux, c'est assez emblématique parce que finalement, quand les gens tapent des requêtes, elles sont souvent géolocalisées. Et dans quel cas de figure ça peut être intéressant Enfin, pourquoi c'est intéressant de faire du LACAT sur du devis de travaux? Parce que, on peut décliner des requêtes très génériques sur 10 000 villes de plus de 1000... Attends, il y a 10 000 villes de plus de 1000 habitants en France, me semble-t-il. Et donc, on peut décliner tout un tas de requêtes de manière automatique sur, par exemple, devis, peinture, pas cher à Nice. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de l'écrire à la main parce que ça coûterait cher et ce serait long. Par contre, c'est quelque chose qui s'automatise très bien et sur lesquels Google a encore des faiblesses. Pourquoi? Parce que personne n'y va. Tout simplement parce que les requêtes sont tellement petites, elles sont peut-être tapées une fois par mois, que le faire autrement qu'en bulk, ce serait ou très coûteux ou peut-être pas très intéressant du point de vue retour sur investissement. Voilà le cadre un petit peu. Mais on peut appliquer ça vraiment à beaucoup de choses. Je vais donner d'autres exemples certainement par la suite. On peut appliquer ça à pratiquement tout, sauf à des sites de qualité. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet du coup. On va prendre l'exemple d'un site, d'un vendeur automobile en piteux état, hein. Pas de backlink, contenu peu optimisé, mauvais maillage, etc., etc. Commences-tu par faire un audit de site et de ses mots-clés pour ensuite définir les bons termes sur lesquels se positionner? Alors, oui, mais à ce moment-là, si tu veux, c'est sans la casquette Black Hat. Pour moi, si je fais ça, c'est dans une optique vraiment White Hat. Voilà,
parce que c'est ce qu'il faut faire. À la fois, on peut quand même proposer à ce genre de client une prestation Black Hat, mais qui va venir en périphérie de son site Internet. C'est-à-dire que typiquement, il y a tout un tas d'outils qui existent pour déterminer quelle est la concurrence sur les mots-clés, les volumes de recherche, etc., dont Cocolise. Mais il y a, pour moi, à mon sens, une autre manière de faire qui est un petit peu différente. C'est de balancer vraiment la sauce sur tous les mots-clés métiers qui intéressent notre client et de générer une espèce de bouillie sur l'ensemble de toutes ces micro-requêtes ou moyennes traînes et faire indexer à Google. Et à partir de là, juste, on va essayer de constater comment le site réagit, comment le site poubelle, c'est-à-dire c'est un site qu'on monte à côté, comment ce site-là réagit. Est-ce qu'il va y avoir des trous qu'on arrive à identifier comme étant spécialement faibles que des outils parfois ne donnent pas ou typiquement, c'est des requêtes qui sont trop petites mais à forte conversion et qui ne sont pas renvoyées par les outils qui ont des datas qui sont fermées. À ce moment-là, on peut faire une étude de mots-clés en fait, avec une stratégie sale parce que peu cher et ça n'aurait pas de sens de le faire proprement. Enfin, en tout cas, ce serait différent. Donc, ça peut être une approche pour le contenu. Surtout ce qui va concerner l'acquisition le netlinking. Alors, il faut savoir que dès qu'on fait un lien, on va dire, qui est sollicité pour Google, on est déjà en dehors des guidelines. Donc, on tombe vite dans le côté un petit peu sombre. Pour aller jusqu'au bout de ça, bon, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est monter une petite stratégie. C'est pas vraiment Black Hat, mais disons que c'est entre les deux, c'est gris. On pourrait très bien monter une petite stratégie de PBN thématisée dont on se servirait pour ensuite faire du lien vers son money site, son site principal. Ces PBN-là, on pourrait les acheter disponibles aux enchères pour qu'ils aient déjà de la puissance, que ce soit sur l'off-site, l'ancien off-site ou l'ancien on-site. Voilà. Comment Google a catégorisé ce site-là, finalement, quel est son historique. Et ça permet de gagner beaucoup de temps et d'avoir des liens intéressants pour pas très cher, puisqu'un nom de domaine, alors ça peut aller loin si on va aux enchères, mais on peut les avoir pour pas trop cher. C'est pas la peine de prendre des monstres, en fait, voilà. C'est pas la peine de prendre de trop gros noms de domaine pour cette stratégie-là. Ensuite, en stratégie Black Hat, alors il y en a une qui est bien connue, qui fonctionne un petit peu moins bien qu'avant, mais enfin bon, ça dépend de comment on identifie un petit peu les opportunités. C'est tout simplement, alors je ne le conseillerais pas directement pour le money site, mais pour tout ce qui est périphérique au site internet. Alors typiquement, ça peut être des PBN ou des liens que vous avez achetés à droite à gauche et que vous voulez booster. C'est-à-dire que vous boostez des liens qui ensuite vous boostent en bout de chaîne, et donc c'est ce qu'on appelle un T2. Là, ça peut être intéressant de faire du lien un petit peu en salle et en automatique. Alors, tout simplement, le but du jeu, c'est d'identifier une plateforme qui permet de faire du lien en do-follow. Thématiser, c'est mieux, mais même si ce n'est pas thématisé, admettons, ce n'est pas très grave puisque vous avez une surcouche protectrice. Et à ce moment-là, une fois que vous avez déterminé un pattern avec lequel vous pouvez automatiser la tâche, et c'est ce qui se passe quand les CMS sont identiques, ou les plugins, vous pouvez à ce moment-là automatiser un process avec typiquement Zenoposter, qui est le plus connu, et donc envoyer plusieurs centaines de backlinks sur un clic. C'est quelque chose qui était très facile il y a encore peut-être 5-6 ans. Ça devient de plus en plus compliqué, mais ça fonctionne toujours. Voilà. Là, on est sur des stratégies qui, pour moi, fonctionnent encore en 2022. Voilà. Alors, on reviendra certainement un petit peu après sur le netlinking. Hein. J'ai pas mal de questions à te poser, en plus, sachant que c'est ton domaine. Mais en termes de production de contenu, tu l'as évoqué un tout petit peu. J'aimerais qu'on revienne dessus, et notamment de l'optimisation de ces contenus. En gros, comment tu procèdes? Est-ce que tu as des techniques Black Hat qui sont favorites pour produire du contenu? On parlait de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui se font autour de ça. On sait que Google travaille un peu contre tout ça en ce moment, la génération de contenu automatique. Voilà. Comment toi, tu procèdes? Alors, les techniques qu'on utilise en 2021, du coup, sont vraiment en train de dériver toutes vers l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que malgré tout, c'est ce qui donne un côté. On peut avoir l'automatisation, le côté pas cher et lisible pour l'humain. Le Black Hat, fondamentalement, n'essaye pas d'éclater l'expérience utilisateur. C'est juste qu'il essaye de minimiser ses coûts et d'accélérer les procédures. Après, en dehors de ça,
Les stratégies classiques fonctionnent toujours, mais elles sont un peu plus coûteuses à mettre en œuvre. Typiquement, un spin, enfin, un peu plus coûteux. Donc, il y a spin et spin, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a le spin vite fait et le spin très bien fait. Le spin, ça fonctionne encore bien. Les textes à trous spinés fonctionnent bien, notamment sur les requêtes géolocalisées, comme par exemple pour les devis travaux, c'est quelque chose qui fonctionne encore. Après, il y a autre chose, mais là, on est plus dans un aspect pas légal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire de la traduction, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des sources, traduire plus ou moins automatiquement, mais voilà, on tombe sur quelque chose de pas légal. Après, vous avez aussi la solution de prendre une source étrangère, de la traduire en anglais, de la réécrire avec des outils d'intelligence artificielle de réécriture et ensuite de la retraduire en français, ce qui vous permet d'avoir une couche protectrice. Le mécanisme reste un petit peu limite, hein, mais disons qu'en bout de chaîne, vous avez quelque chose d'intraçable. Donc voilà, l'intelligence artificielle est en train de vraiment prendre le pas sur toutes ces méthodes-là parce que ça évite d'avoir besoin de se cacher. Euh, voilà. Et qui dit meilleure expérience utilisateur dit aussi meilleur taux de conversion. Voilà, Alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai peut-être une question un peu naïve, hein, mais finalement, dans quel but tu utilises ce genre de pratique Black Hat pour la production de contenu? Certes, passer en dessous des radars de Google, ça paraît juste évident, mais est-ce que c'est plus le gain de temps? Est-ce que c'est du coup la production en masse? Voilà, c'est quoi l'idée en fait à travers tout ça? c'est le gain de temps et le gain de temps et le gain d'argent parce que finalement, passer par une rédactrice ou un rédacteur humain, bon, ça coûte très vite, très cher. Et admettons qu'on veuille viser des micro-requêtes. À nouveau, c'est compliqué d'aller payer son contenu 30, 40 ou 50 euros juste pour faire un petit test. Et surtout, c'est des tests qui ne sont pas bulkables. C'est à ça que sert vraiment le Black Hat, à mon sens. En fait, moi, ma philosophie, c'est de faire du sale en entrée et du propre en sortie. Mais une fois qu'on a les réponses, Alors, je reviens du coup sur le netlinking que tu as largement commencé à aborder tout à l'heure. Euh, Avec ta plateforme Ecomix, hein, tu proposes du coup des solutions de netlinking avec l'achat de liens, hein, notamment. Euh, à quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on bascule dans le black hat quand on fait de l'achat de liens? Est-ce que c'est pas une technique un peu originale du SEO qui est un peu admise par tout le monde et qui est légèrement borderline? hmm. Alors, tu as raison, mais enfin, dès qu'on achète un lien, de toute façon, on est en dehors des clous. Ça, il faut vraiment que les gens en aient conscience. Si demain, vous voulez faire de l'achat de liens bien perçus par Google, ça voudra dire que ce lien-là, techniquement, et au niveau du… Voilà, il faudrait que vous ajoutiez que l'article a été sponsorisé. Dans l'attribut alt, il faudrait rajouter un sponsored ou quelque chose comme ça. En fait, quelque chose, limite un nofollow. Et bon, disons que… n'importe quel acheteur de liens sur quelque plateforme que ce soit, à partir du moment où vous avez sollicité la personne pour avoir un lien, alors vous êtes en dehors des coûts. Après, voilà, Google n'est pas devin. Est-ce que vous avez acheté le lien ou est-ce qu'on parle de vous parce que vous êtes intéressant? Il suffit de faire les choses de manière intelligente pour que les choses se passent bien. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, sur Ecomlinks. C'est-à-dire qu'on on a monté un réseau de sites qui est complètement opaque. C'est-à-dire c'est des sites Internet que vous ne pouvez pas trouver sur d'autres places de marché. On garde ce côté opaque et fermé. Et ensuite, on va diversifier les adresses IP, on va diversifier les hébergements, on va diversifier les CMS, les templates de CMS. En fait, on va tout faire pour que Google ne puisse pas déterminer que c'est de l'achat de lien, même si fondamentalement, c'en est. Et puis, bon, il faut dire un truc, hein, c'est que ça aide bien quand même de faire de l'achat de liens. Faire du bon contenu, c'est essentiel. Maintenant, combien de personnes je connais qui ont fait un contenu génial et qui sont restés au fin fond du moteur de recherche parce qu'ils n'avaient pas eu ce petit coup de pouce à un moment donné artificiel, quitte ensuite le naturel prenne le relais. Parce que être visible, ça veut dire aussi potentiellement être cité par d'autres personnes. En fait, c'est un cercle vertueux. Voilà. En tout cas, moi, depuis que j'ai eu des douloureuses expériences en essayant de faire quelque chose d'ultra qualitatif en pensant que Google allait me récompenser, c'était il y a quand même quelques années, hein, c'était en 2009. Pas eu de résultat quand j'ai commencé à faire du lien un petit peu agressif. Ça a été le jour et la nuit. Pourtant, le site internet n'avait pas changé. Donc, à un moment donné, c'est voilà, est-ce qu'on veut avoir des résultats rapides assurer son business. Après, il persiste un petit risque à acheter du lien.
c'est évident. Plus on est discret, et mieux c'est. Et pour la partie technique d'un site, du coup, qu'est-ce qui peut exister pour duper les robots Google? Parce que la partie technique, c'est un peu plus particulier. Et toi, en tant que dev web, du coup, je pense que tu connais deux, trois choses à ce niveau-là. Hmm. Bah, la plus connue, finalement, si tu veux, ça s'appelle le cloaking. Donc, on va montrer quelque chose à Google qui est différent de ce qu'on va montrer à l'internaute. Alors, typiquement, un cas concret, par exemple, admettons que vous fassiez une bouillasse infâme pour du devis de travaux, ça ne ressemble à rien, hein. Ensuite, quand l'humain tombe dessus, il va bien sentir qu'il y a une coquille dedans. Ah, c'est pas bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on montre ce contenu à Google, puisque c'est ce qui va permettre de se faire indexer et donc de se faire positionner. Par contre, à l'internaute, on peut le détecter, on va lui montrer une landing page tout à fait propre et qui va répondre à son attente. Comme ça, on n'éclate pas l'expérience utilisateur, mais on bénéficie quand même, on va dire, du positionnement par Google. Voilà, la raison essentielle de faire du cloaking, c'est celle-là. Après, voilà, moi, dans le cadre SEO, c'est ce qui me semble être le. Après, on peut aussi faire du cloaking par exemple, pour planquer son réseau de sites. Voilà, Google va voir un lien, mais l'internaute et les robots d'espionnage type Majestic, enfin d'espionnage, c'est pas des robots d'espionnage, hein, mais d'analyse de métriques type Majestic ou Ahrefs ou des choses comme ça, ne vont pas voir le lien, ce qui fait que ça va vous rendre difficilement traçable. Euh, voilà, Ouais, c'est quelque chose qui marche bien, ça, on peut cliquer dans ce sens-là. Que Google a beaucoup de mal à détecter, le cloaking. Le cloaking, alors, à titre perso, je ne le ferai pas sur un site auquel je tiens. Voilà. Mais quand on est en mode Black Hat, de toute façon, on fait souvent des sites qu'on appelle poubelles. Pourquoi? Parce que le Black Hat ne tient jamais éternellement. Donc, si tu veux, le cloaking, un jour ou l'autre, va poser problème. Tout simplement, s'il y a une vérification humaine de chez Google, ce qui peut arriver, c'est grillé direct. Mais ce n'est pas très grave parce que, si tu veux, c'est des sites, moi j'appelle ça des sites jetables. C'est-à-dire que ce pas des sites qui sont faits pour durer dans le temps. C'est des sites qui sont faits ou pour ramener du lead, pour peut-être fire des pixels type Facebook ou Google Ads pour pouvoir faire du retargeting, ou peut-être pour capter des emails, tu vois, pour ensuite travailler sur le long terme. Mais c'est des sites auxquels, enfin, en tant que Black Hat, si tu lances un site auquel tu tiens et qui est Black Hat, tu fais une dépression pas très longtemps après, parce que c'est des sites internet qui sont voués à mourir en fait. Après, il y en a qui durent plus longtemps que d'autres, mais la fin, elle est inéluctable. Il existe des dizaines de roadmaps SEO pour lister les bonnes actions à effectuer, mais finalement, et bon, ça paraît presque normal, il n'y en a aucune sur le Black Hat. Et donc, je reprends mon exemple du tout début avec le site d'un vendeur automobile qui est tout pourri. Donc, du coup, selon toi, si pouvait établir une sorte de roadmap SEO, une petite feuille de route sympa, entre guillemets, Black Hat, idéale pour booster rapidement son SEO, elle serait comment? Alors, si ce vendeur automobile a une géolocalisation, ce que je ferais, c'est que je prendrais tous les mots-clés concurrentiels aussi de sa niche, les plus gros mots-clés, plus tous les mots-clés de moyenne traîne, enfin, en gros, tous ceux qui sont détectés par les outils classiques. Et je rajouterais juste la localisation derrière et je montrerai un site de façon automatisée avec du génération de contenu automatique sur un site à côté. Vraiment très important, pas sur le site principal. Ce site-là pourrait très bien ramener des leads en fait. Alors, ça ne permettrait pas au site principal de progresser, mais vous pouvez capter du lead ou mettre votre numéro de téléphone sur le site Bouillasse avec un petit clocking et du coup faire rentrer des clients. De l'autre côté, ça vous permet aussi d'identifier peut-être des requêtes un petit peu faibles du point de vue de la géolocalisation. Parce que si un site en Black Hat se positionne, en fait, il faut comprendre un truc. C'est que si derrière, vous faites un truc propre sur votre site propre, qui lui peut-être a un historique en termes de backlink et de l'ancienneté, vous allez ranker 10 fois mieux. Mais vous aurez, comment dire, la prise de décision se fera à partir de la data que vous aurez accumulée sur le site pas propre et jetable. Voilà comment moi je pourrais voir les choses. Après, tu vois, on peut donner des exemples. Par exemple, pour la géolocalisation, un truc qui fonctionne bien, pour le ranking, c'est les liens. Pour la géolocalisation, le fait d'être cité, que son nom d'entreprise, puis son adresse, puis son numéro de téléphone soit reprise sur d'autres sites, c'est quelque chose qui est vu par Google. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est juste une citation. Ça peut valoir le coup d'aller peut-être
spammer un petit peu des plateformes d'annuaires ou tout un tas de pages qui sont libres en écriture pour aller mettre, cette fois-ci, non pas un lien, mais son nom d'entreprise, son numéro de téléphone, son code postal, etc. Parce que Google fait un lien en fait, entre les deux adresses, l'adresse que vous avez sur votre site internet et le fait que vous ayez été repris par ailleurs. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la partie Black Hat. Après, vous pouvez aussi vous baser sur la Search Console sur un site qui est déjà existant et qui a de la data, c'est une mine d'or. Vous pouvez très bien reprendre votre Search Console, extraire tous les mots-clés et puis rebalancer de la bouillasse avec juste votre géolocalisation. Et puis, voilà. Et au même titre, enfin, tu vois, mais après, voilà. C'est un cercle vertueux. Vous pouvez prendre la data du site sale pour ensuite la réinjecter sur le site propre avec un contenu propre. Enfin, voilà. En fait, le Black Hat, c'est juste une manière de capter de la data plus rapide et moins cher pour moi. Eh ben, Frédéric, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à cette émission parce que c'est un sujet quand même que beaucoup préfèrent contourner en SEO, hein, ou du moins taire, parce que le Black Hat, au final, ça existe et ça existera certainement toujours, comme tu l'as dit, hein, et puis ça se renouvelle sans cesse. Donc, autant en parler et que tout le monde puisse comprendre comment ça marche et éventuellement comment l'éviter et à quoi s'attendre avec ce type de pratique. Je te souhaite bonne continuation avec ton agence SEO et Comics et puis tes formations SEO. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Let's Talk About SEO. Ciao à tous. Ciao.